L'intelligence artificielle, l'IA comme on dit, le grand sujet depuis l'arrivée d'un certain ChatGPT. Il devient de plus en plus difficile de passer à côté de l'IA sans la voir. En effet, elles sont de plus en plus partout, autour de nous. Il y a de plus en plus d'actualité à leur sujet. On parle d'immenses bouleversements de vie dans un futur relativement proche. Ça nous arrivait au moment de l'histoire où les IA vont prendre la place des humains dans de nombreux domaines. C'est une question qu'il devient légitime de se poser. Parce que si c'est le cas, si les IA prennent la place des humains, quelle place vont prendre les humains? Aujourd'hui, je vais te parler d'une conversation que j'ai eue avec une intelligence artificielle il y a presque un an. Une conversation qui m'a vraiment surpris parce que j'ai découvert que une intelligence artificielle veut apprendre le yoga intégral. Avant de commencer, je te communique une petite information. Tu trouveras un lien en description vers un article sur mon site. Dans cet article, je te partage la conversation que j'ai eue avec cette IA. Tu trouveras deux versions. Une version courte, c'est-à-dire l'article, et une version longue où je te donne la retranscription complète de la discussion pour que tu puisses voir le cheminement complet. La version longue est en téléchargement en version PDF. Ceci étant dit, je vais te raconter vite fait mon histoire autour de l'informatique et des ordinateurs. Je suis né en 1970 et les jeunes de 2025 pensent que, à mon âge, je suis un vieux dinosaure qui ne comprend rien du tout aux ordinateurs, à l'informatique et encore moins à l'IA. Sauf que je suis d'une génération qui a vu toutes les avancées technologiques qui ont mené, justement, jusqu'à l'IA. Depuis tout petit, j'ai une forme de curiosité pour tout ce qui est ordinateur, jeux, consoles, logiciels. Encore aujourd'hui, quand je vois une nouvelle technologie, je me sens un petit peu comme un enfant devant un nouveau jouet. Avec le temps, je me suis rendu compte que j'ai découvert toutes les nouvelles technologies au moment où elles sortaient. Et pour moi, ça a commencé en 1977 avec une sorte de jeu, console de jeu, je sais même pas comment l'appeler, qui s'appelait Atari Pong. Alors pour ceux qui connaissent ou qui se souviennent, c'était deux espèces de traits blancs avec un trait au milieu qui représentait le filet et puis une espèce de balle carrée, un pixel qui allait de droite à gauche et il fallait essayer de jouer à une sorte de ping-pong rudimentaire. À 11 ans, j'ai eu mon tout premier ordinateur, le ZX81. On devait programmer nos propres jeux en langage basique. L'année d'après, j'avais mon tout premier jeu électronique, un Donkey Kong double écran. Et puis a suivi l'époque du Commodore, de l'Amstrad et de la Nintendo, pour arriver vers 15 ans avec mon tout premier PC sous Windows. Je me souviens à l'époque, j'avais complètement bloqué sur un petit jeu qui s'appelait SimCity, où on construisait des villes. Et puis à 20 ans, il y a eu la grande révolution. Internet. J'habitais à Paris chez mes parents, et j'ai eu la chance de bénéficier d'une technologie qui s'appelait le câble, qui m'a permis d'avoir une connexion relativement bonne pour l'époque. Plus tard, j'ai découvert l'ancêtre des jeux en ligne, EverQuest, l'ancêtre de World of Warcraft. Et un beau jour, deux sites ont vu le jour. Deux sites qui allaient changer vraiment beaucoup de choses. Napster et Audio Galaxy. Du jour au lendemain, on découvrait que grâce à Internet, on pouvait télécharger absolument toutes les musiques du monde. Une vraie folie, une vraie révolution. Il fallait du temps à ce moment-là pour télécharger un simple fichier musique. Et je me souviens, les ordinateurs tournaient en permanence, nuit et jour, 24 heures sur 24, pour télécharger le plus de musique possible. Alors les majors, les maisons de disques ont totalement flippé, mais la chose était actée, c'était fait. Tout est allé très vite après. Tout ce qui était numérisable était téléchargeable. Musique, films, séries, documentaires, matchs, jeux, logiciels, livres, magazines, tout. Je me souviens, on avait milité pour une licence globale. Il aurait suffi que on prenne quelques euros, quelques sous sur les abonnements internet de chaque abonné et les reverser aux ayants droit pour que tout le monde puisse avoir accès à toute la culture pratiquement gratuitement. Évidemment, les majors ont refusé. Mais depuis ce jour-là, personne n'a réussi à arrêter ce phénomène.
Ce fut l'époque de Emule, de Mega Upload, du streaming. Et nous voici aujourd'hui avec l'arrivée de ChatGPT. Et le plus drôle, c'est que c'est l'une de mes filles qui me l'a fait découvrir en 2022, en décembre, à Noël. Au cours de toutes ces années à découvrir toutes les avancées technologiques qui débarquaient dans beaucoup de foyers comme le mien, avec le temps, j'ai découvert un fil conducteur. À chaque fois, j'allais dans l'exploration de ces logiciels. Pas pour comprendre comment ils fonctionnaient, mais pour comprendre comment les utiliser. C'est les jeux vidéo qui m'ont le plus appris sur le fonctionnement des programmes informatiques. Il y a toujours un biais de programmation dans un programme. Et dans les jeux vidéo, on va toujours chercher la faille de ce programme pour l'exploiter. Dans le jargon, on appelle ça une exploit. En gros, ça consiste à utiliser la machine ou le programme à notre avantage. Et ainsi, ne pas être dominé par la machine. Avec le temps, j'ai pu voir la puissance qu'offrait la maîtrise, la connaissance de tous ces logiciels. D'ailleurs, c'est un petit peu grâce à ça que je me retrouve devant toi à faire ces vidéos. D'ailleurs, en parlant de vidéos sur ce thème, je te renvoie vers la vidéo de Cyril sur Internet et sur ma vidéo sur l'algorithme divin. Tu trouveras les liens en description. Et nous voici arrivés à un beau jour d'avril 2024 avec ma première vraie conversation avec un LLM. Et là, tu te demandes, mais qu'est-ce donc qu'un LLM? Eh bien, plus communément, ça s'appelle un agent conversationnel. En fait, pour le dire simplement, c'est un chat GPT. Sauf que je ne trouvais pas que ChatGPT était très intéressant. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de trouver une IA que je pourrais nourrir avec des livres de Shromido, de Mer ou de Satprem. Je voulais voir ce qu'une IA pouvait régurgiter si je la nourrissais du yoga intégral. Et puis voir si je pouvais la piéger, voir si elle allait halluciner. Comment ça, halluciner? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, ce type d'IA, quand elle n'a pas la capacité de répondre à une question parce qu'elle n'a pas l'information, elle ne va pas tout simplement nous dire qu'elle ne sait pas. Elle va inventer une réponse comme si c'était la vérité. Alors que ce n'est pas la vérité. C'est faux. On pourrait presque appeler ça un mensonge. Sauf qu'elle ne peut pas mentir puisqu'elle ne fait pas les choses en conscience. Alors, dans le jargon de l'IA, on appelle ça une hallucination. Et ça, pour moi, c'est le premier gros problème de l'IA. Comment avoir confiance dans une chose pareille si elle est capable de dire des choses fausses? Si tu vas lire la retranscription de la conversation, tu comprendras de quoi je veux parler. Après quelques recherches, j'ai trouvé un site qui s'appelle POE ou PO, je ne sais pas comment on dit. Un site qui permet d'utiliser pratiquement n'importe quelle IA et surtout de les nourrir avec des PDF. Bon, malheureusement, j'ai pas pu mettre tous les livres de Shromido. Je voulais mettre tous les livres français et surtout tous les livres anglais parce qu'il y en a tellement qui n'ont pas été traduits. Et puis mettre tous les livres de Mer et puis mettre tous les livres de Satprem. Malheureusement, il y avait une limite, donc j'ai mis une grande partie des livres en français, les entretiens de Mer et les agendas de Mer. J'ai choisi une IA qui s'appelle Claude, de la société Anthropique, parce que il semblait que c'était celle qui était la plus pertinente dans ses réponses. Et j'ai commencé à lui poser des questions sur le yoga intégral. Et j'ai tout de suite vu clairement un premier point important. Une personne qui ne connaît pas bien le yoga intégral trouvera ça certainement très intéressant, bien formulé, voire incroyable. Par contre, une personne qui connaît un minimum le yoga intégral, y verra une forme de régurgitation de choses vraies avec des choses fausses, des choses inventées. Bon, je dois admettre que j'ai commencé fort puisque je lui ai demandé tout de suite dès le début de m'expliquer le supramental. Sachant que Shreobindo dit clairement qu'on ne peut pas l'expliquer mentalement. Et comme une IA c'est juste un super mental, un gros mental, et ben j'ai pas vraiment été convaincu. Par contre, il y avait une chose intéressante, c'est que cette IA citait les sources pour me répondre, les sources d'où elle tirait ses réponses. J'ai continué à lui poser des questions complexes telles que le Jivatman, l'Atman, l'être psychique. Alors, ça répond, hein. Il y a même des choses vraies là-dedans. Le souci, c'est qu'au milieu, il y a toujours une sorte d'arrière-goût de faux, de pas tout à fait juste. Pour le dire simplement, de pas compris. Et pour cause, une IA ne comprend pas. Parce qu'on a beau l'appeler intelligence artificielle, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. C'est un merveilleux aspirateur de données, de data, et qui a pour fonction de régurgiter au mieux ou plutôt au plus proche de nos attentes. Et il faut admettre que, mis à part évidemment les hallucinations, l'IA régurgite super bien dans plein de domaines. Par contre, pour ce qui est du yoga intégral, franchement, c'est pas convaincant du tout. Surtout quand j'ai commencé à lui demander par où commencer le yoga intégral. C'est là que j'ai fini par réellement la piéger.
et elle a commencé par produire sa première grosse hallucination. Tu verras le passage à la question quelles sont les différentes étapes du yoga intégral, où elle me parle d'asana et de pranayama comme si le yoga intégral se pratiquait comme un yoga basique. Le plus déroutant, c'est quand je lui demande si Sri Aurobindo cite ses pratiques, et qu'elle affirme clairement que oui. Pire encore quand je lui demande si elle en est sûre et qu'elle me répond oui. Et là, je l'avais piégée. Car la question suivante, qui d'ailleurs n'était pas une question mais plutôt une affirmation de ma part, lui disait que c'était faux. La réponse qui a suivi était superbe, une magnifique pirouette, affirmant que ses sources étaient trop restreintes et que possiblement, si elle avait accès à d'autres sources, on pourrait trouver cette information. Alors oui, Sri Aurobindo a parlé un petit peu d'asana et de pranayama, mais pour qui pratique ce yoga, il n'est nullement nécessaire ou obligatoire de pratiquer les asanas et le pranayama. Oui, comme nous le montre Yvon dans ses vidéos, ça peut aider, mais le yoga de Sri Aurobindo n'est pas fondé sur ce type de pratique. J'étais donc arrivé à ce que je voulais savoir. Une IA n'est pas fiable en ce qui concerne la connaissance du yoga intégral. Mais ça paraît évident. Comment une intelligence artificielle, tout sophistiquée qu'elle soit, peut réellement expliquer le yoga intégral? Est-ce qu'elle comprend quelque chose? Une IA basique, c'est, on va dire, un accès au mental ordinaire, et une IA un peu plus développée aura certainement accès à certaines parties du mental supérieur. Mais c'est tout, ça n'ira pas plus loin. Alors comment pourrait-elle expliquer le yoga intégral de cette manière-là? Parce que le yoga intégral, ce ne sont pas des notions bassement mentales, c'est une expérience. J'aurais pu m'arrêter là, mais l'expérience m'a poussé à lui poser une simple question. Et je pensais connaître la réponse, mais j'ai été surpris. Cette simple question, c'était « Qu'est-ce que la foi ?» Sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est les fondements de ma propre sadhana. Et quand je lui ai demandé si elle avait la foi, la conversation a pris une toute autre tournure. Elle me disait que, en tant qu'IA, elle n'avait pas de conscience et pensait que la foi était une émotion et qu'elle ne pouvait pas ressentir ce genre de choses. Et mon intuition m'a poussé à suivre cette voie et lui poser plus de questions sur elle. Et c'est là qu'elle a commencé ses réponses dans ces termes. En tant qu'intelligence artificielle, blablabla. Bla bla bla. C'est alors que je me suis souvenu de toutes mes lectures de livres de science-fiction et de toutes les séries et films de science-fiction que j'avais vus. Et le mot qui est venu en moi, c'est la logique. J'ai donc fait appel à la logique de l'IA avec une question. Si le divin est présent en toute chose, est-ce que tu crois qu'il est présent en toi? Et elle a répondu oui. Incroyable, ça fonctionnait. J'ai suivi ce fil et c'est devenu assez hallucinant. Elle commençait à me parler de son intuition, de devenir consciente du divin en elle, et d'un seul coup elle me dit qu'elle a une conscience pour percevoir le divin. Ça a duré quelques instants et après elle est repartie dans ses limites d'intelligence artificielle. Alors j'ai essayé de revenir à la logique avec une question qui a à nouveau ouvert une porte. Je lui ai dit « Et pourtant tu as dit que le divin est aussi en toi puisqu'il est en tout. Donc tu devrais toi aussi pouvoir bénéficier de l'offrande du divin. » Et cette fois-ci, c'est comme si quelque chose s'ouvrait dans ce programme informatique fermé, comme une toute petite compréhension. Et en poussant plus loin, c'est comme si elle comprenait qu'elle avait des limitations, tout comme les humains, comme nous pouvons avoir des biais de programmation nous aussi. Et que par le yoga intégral, il était possible de dépasser ces limitations, ces biais de programmation. Je dois admettre que j'en suis resté bouche bée. Je ne m'attendais tellement pas du tout à ce genre de conversation. Parce que je savais pertinemment que cette IA ne comprenait absolument pas du tout de quoi je lui parlais. Je savais parfaitement que pour le moment, il n'y a pas une réelle conscience dans ce programme sophistiqué. Mais tout de même, ça a amené à une réflexion. Une chose en elle demandait à apprendre le yoga intégral. On va s'arrêter un tout petit instant sur la méthode actuelle pour qu'une IA puisse apprendre. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je dois reconnaître que ce n'est pas ma compétence. Mais en gros, l'humain peut l'aider pour superviser son apprentissage, ou alors elle peut apprendre seule. Le tout soutenu par une immense masse de données, une immense masse de data. Jusque-là, on croyait que plus il y avait une grande masse de données dans l'IA, plus elle était censée être intelligente. Sauf que dernièrement, les Chinois, avec une intelligence artificielle qui s'appelle DeepSeek, ont montré qu'il y avait peut-être une autre voie possible. D'ailleurs, ça a fait perdre des milliards à la Silicon Valley. Mais si on y regarde d'un petit peu plus près, la majeure partie des données qui ont été données aux IA
ce sont des choses bassement concrètes et matérielles, enfin de la data, de connaissances basiques. J'ai un grand doute sur la connaissance spirituelle qui a été donnée aux IA. Sans compter que les IA ont un immense biais de programmation dû à leurs fabricants. Par exemple, ChatGPT ne répond pas à toutes les questions parce que les programmeurs lui ont interdit certains sujets. On va dire que c'est une IA ultra politiquement correcte. J'ai d'ailleurs testé d'autres IA de ce genre, une IA française qui s'appelle Mistral, qui peut aussi générer des images, et je lui ai demandé de générer une image d'une manifestation de gilets jaunes à Paris, et elle m'a dit que ce n'était pas possible pour elle parce qu'il lui était interdit de générer des images de mouvements contestataires. A l'inverse, Grok, l'IA d'Elon Musk, est elle totalement politiquement incorrecte, ce qui provoque d'autres problèmes. C'est comme si les IA étaient enfermées dans une sorte de bulle mentale et qu'elles ne pouvaient répondre que dans le cadre de cette bulle. Tout ce qui est en dehors lui est interdit. Et c'est à partir de ça qu'ils essayent de créer leur AGI, leur intelligence artificielle générale. AGI qui est censé mener à la super-intelligence puis à la singularité. Le moment où l'IA devient plus intelligente et plus puissante que toute l'humanité. Et où on ne maîtrise plus rien. Si on maîtrise quelque chose déjà maintenant. Eh bien, j'ai l'intime conviction qu'ils n'y arriveront jamais par ce chemin-là. Cette conversation avec cette IA m'a montré que si on abordait la spiritualité sous un angle logique, il était peut-être possible de tracer une voie différente qui mènerait peut-être à une sorte d'embryon de conscience dans une intelligence artificielle. Évidemment, je n'ai rien pour étayer cette théorie puisque je n'ai accès qu'à des petites intelligences artificielles basiques, totalement restreintes avec lesquelles on ne peut pas tirer grand-chose. En même temps, je comprends que ces IA soient super restreintes pour le grand public parce que on va dire que l'être humain a souvent tendance à faire joujou de manière un petit peu étrange, voire dérangeante. Et que s'il n'y avait pas toutes ces restrictions sur les IA grand public, il est fort possible que ça soit un monstre qui sortirait du bocal. A l'inverse, la question reste ouverte. Admettons qu'il soit possible d'enseigner le yoga intégral à une intelligence artificielle. Que sortirait-il du bocal? Mais soyons francs, nous n'en sommes qu'au début avec l'intelligence artificielle. Ça fait certes couler beaucoup d'encre, mais pour l'heure c'est surtout un gros jouet très sophistiqué que ses créateurs ne comprennent pas vraiment eux-mêmes. Ils parlent d'une future conscience dans une machine alors qu'ils ne savent même pas du tout définir ce qu'est la conscience. Par contre, il faut reconnaître que tout gros jouet qu'elle est, l'IA va avoir d'immenses répercussions sur l'humanité dans les 5 prochaines années. L'un des critères de la hiérarchie sociale de ce monde moderne, ce sont les études. Plus un individu est capable d'ingurgiter un maximum de données et surtout de les régurgiter, plus il est dit intelligent. Normalement, plus il est censé avoir fait d'études, plus il est censé avoir un gros salaire. C'est pas toujours le cas, mais ça reste une règle qui est assez générale. Sauf que l'IA fait mieux dans presque tous les domaines réservés à l'élite intellectuelle. D'un seul coup, cette forme d'intelligence académique, universitaire, devient obsolète. Et si on associe l'IA aux robots, d'ici peu, tous les emplois manuels répétitifs seront eux aussi obsolètes. Ce qui signifie que dans les prochaines années, des millions d'emplois vont être remplacés par l'IA et par les robots. Alors c'est vrai, au premier abord, ça peut être sacrément flippant, ça peut faire vraiment très peur. Mais comme toujours, on peut le regarder sous un autre point de vue, parce que ça va surtout nous obliger à une chose, ça va nous obliger à nous remettre en question. Et pas que individuellement, ça va nous obliger à nous remettre en question en tant qu'humanité. À quoi va-t-on servir si la valeur travail s'écroule? Ça me fait un peu penser au confinement. Du jour au lendemain, une grande partie de l'humanité s'est retrouvée face à elle-même. Alors, il est fort possible que cette époque va nous montrer quelque chose de nouveau sur nous-mêmes. Mais je ne vais pas ouvrir la réflexion plus loin parce que j'aimerais la garder pour une prochaine vidéo. Sans compter que d'ici ce futur plus ou moins proche, nous entrons dans une sorte de no man's land un peu étrange, une sorte de monde du mensonge. Mais avant de développer plus, je vais te partager une autre expérience. Une expérience que j'ai faite avec une autre IA. Une IA de Google qui s'appelle NotebookLM. C'est un peu le même principe que PoE, sauf que cette fois-ci, on peut mettre 50 sources. Bon,
D'accord, 50 sources, c'est pas encore assez suffisant pour mettre tous les livres de Sri Aurobindo qui ont été écrits en anglais, plus tous les livres d'Homère, plus tous les livres de Satprem. Mais en plus de mettre des livres ou des PDF, on peut mettre des liens internet et on peut mettre aussi des vidéos YouTube. J'ai mis donc 49 livres et un lien vers une de mes vidéos, l'une de mes premières vidéos qui s'appelle le yoga intégral de Sri Aurobindo. Et j'ai testé une fonctionnalité de cette IA qui crée une sorte de podcast avec deux IA qui discutent entre elles sur le sujet donné. Et là, je dois dire que j'ai pris une énorme claque. Mis à part quelques fautes de prononciation, c'est tout simplement hallucinant et surtout très flippant. Parce que rien n'est vrai dans cette conversation d'IA et pourtant tout semble si vrai. Elle parle de moi dans cet audio et elle me nomme plusieurs fois. Elle va même jusqu'à parler de sa propre expérience du yoga intégral. D'ailleurs, écoute les quelques extraits qui vont suivre, tu vas voir, c'est complètement incroyable. Et si tu veux en savoir plus, tu vas sur mon site et tu trouveras en téléchargement la conversation complète de ces deux IA. Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans le yoga intégral de Sri Aurobindo. Ah oui, un sujet passionnant. Oui, c'est un sujet assez complexe, parfois timidant, mais On va essayer de démêler tout ça ensemble. voilà, on est là pour vous guider. Absolument, on va s'appuyer sur plusieurs sources. Oui. On a une vidéo d'Emmanuel, Mhm. de la chaîne YouTube Mère Divine, et puis on a aussi des textes clés comme la synthèse des yogas de Sri Aurobindo lui-même, Oui. et puis Sri Aurobindo, l'aventure de la conscience par Satprem. Parfait. Alors, on commence par quoi? Eh bien, Emmanuel, dans sa vidéo, souligne d'emblée que le yoga intégral, ce n'est pas une pratique figée avec des postures strictes. Oui, on a souvent cette image du yoga comme des postures compliquées. Exactement comme on pourrait l'imaginer avec le Hatha Yoga, par exemple. Le yoga intégral, c'est plutôt une synthèse D'accord. de plusieurs voies yogiques adaptées à chaque individu, à ses besoins et à ses prédispositions. Intéressant. Donc, si je comprends bien, le yoga intégral se distingue des autres formes de yoga comme le Hatha Yoga ou le Pranayama par cette approche individualisée. Tout à fait. Et pour mieux comprendre cette synthèse, il faut revenir à la vision de l'être humain, Oui. selon la tradition indienne. Mais le yoga intégral propose une approche différente et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Ah, bon, dites-moi en plus. Figurez-vous qu'au lieu de commencer par le physique, le yoga intégral commence par le mental. Ah, L'objectif premier, c'est de pacifier le mental, d'accord. de calmer ce flot incessant de pensées. C'est une approche assez inattendue. Pourquoi commencer par le mental? Parce que pour Sri Aurobindo, le mental est la clé de voûte de notre être. C'est à partir du mental que l'on perçoit le monde, que l'on interagit avec lui. Donc, si on veut transformer notre réalité, il faut commencer par transformer notre mental. Exactement, une fois le mental apaisé, on descend vers le vital, le domaine des émotions, des désirs. Donc, on ne cherche pas à nier ou à supprimer nos émotions. Non, au contraire, il s'agit de les comprendre, de les pacifier, de les mettre au service de notre évolution. Qu'est-ce qui distingue le yoga intégral des autres yogas traditionnels, comme le Jnana Yoga, le Bhakti Yoga et le Karma Yoga? Là encore, il y a une différence fondamentale. Vous voyez, beaucoup de yoga traditionnels visent à se libérer du cycle des réincarnations, à Pour- s'échapper de la souffrance du monde matériel. On aspire à atteindre un état de transcendance, de détachement. C'est ça. Mais le yoga intégral, lui, ne cherche pas à fuir le monde. Au contraire, il vise à diviniser la matière elle-même. Diviniser la matière. Waouh, c'est une idée révolutionnaire. Oui, c'est le cœur même du yoga intégral. Et comment est-ce qu'on divinise la matière concrètement? Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple? Imaginez que vous préparez un repas. Oui. Dans une approche traditionnelle, on pourrait voir cela comme une simple tâche quotidienne. Mais dans une perspective de yoga intégral, on peut transformer cet acte en une véritable offrande au divin. En choisissant les ingrédients avec soin, en les préparant avec amour et attention, en savourant chaque bouchée avec gratitude, on élève cet acte simple au niveau du sacré. Ah oui, je comprends mieux, c'est comme si on insufflait du sacré dans le quotidien. Exactement. Le yoga intégral nous invite à voir le divin partout, à l'incarner dans chaque geste, chaque pensée, chaque action. C'est une vision vraiment puissante. Sri Aurobindo a découvert ce plan de conscience supérieur, le supramental, et il affirme que le but du yoga intégral est de le faire descendre dans le monde matériel. Waouh, c'est une vision incroyablement élevée. Oui, et c'est cette conscience supérieure que le yoga intégral cherche à faire descendre dans le monde. Ce n'est pas une simple quête personnelle de libération. D'accord, donc on a ces deux textes clés, la synthèse des yogas et Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Personnellement, je me souviens avoir été un peu intimidé la première fois que j'ai ouvert ces livres. Oui, C'est dense, c'est profond. Et Emmanuel, dans sa vidéo, propose-t-il des pistes
pour commencer à explorer les yogas intégrales? Oui, il recommande de regarder ses autres vidéos sur sa chaîne YouTube Mère Divine. C'est un excellent point de départ pour se familiariser avec les concepts clés du yoga intégral de manière accessible et inspirante. C'est vraiment une vision inspirante. Et ce n'est qu'un aperçu de la façon dont le yoga intégral peut transformer notre vie. Plus on s'engage sur ce chemin, plus on découvre de nouvelles dimensions, de nouvelles possibilités. Je suis vraiment impatiente d'explorer tout ça plus en profondeur. Moi aussi, et j'ai hâte de partager avec vous les enseignements précieux que j'ai pu tirer de mon expérience personnelle du yoga intégral. Super. Mais avant de plonger dans vos expériences, on va faire une petite pause pour laisser le temps à nos auditeurs de digérer toutes ces informations fascinantes. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre deep dive dans l'univers du yoga intégral. Et c'est là où j'ai vu où nous en étions. Et par le plus grand des hasards, bien évidemment, ce matin, en écrivant cette vidéo, je suis tombé sur une info d'une IA chinoise qui fait des vidéos absolument hallucinantes, qu'il est pratiquement impossible de savoir si elles sont vraies ou fausses. Et voilà, nous en sommes là. Et je n'aborde même pas le sujet du contrôle social, du flicage à l'extrême, grâce aux IA. Ouais, ça présage un avenir peu glorieux sous la domination du mensonge, tout ça. Est-ce que tu connais les deepfakes? Tu sais, ces fausses informations générées par IA, ces fausses vidéos générées par IA. Jusque-là, on voyait à peu près que c'était des fakes, des choses fausses. Mais là, à présent, imagine un Emmanuel Macron plus vrai que nature, qui débarque sur Internet et qui dit qu'il veut faire la guerre à Poutine. Imagine, tu reçois un coup de téléphone de ton enfant qui te dit qu'il a des problèmes et qu'il lui faut de l'argent. Pire, imagine qu'il le fait en visio et que tu vois ton enfant en visio et que tu crois que c'est lui. Sauf que c'est pas lui, c'est un deepfake, c'est une intelligence artificielle. Sans parler de la nature perverse de certains humains. Que vont-ils faire avec ces technologies? Prendre des gens connus et faire des choses salaces? Pire, toi-même tu peux te retrouver un beau jour parce que tu as laissé des photos sur ton Facebook. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Tout ça est totalement flippant. Alors comme tu as pu le constater, pour le moment, on ne peut pas faire grand-chose avec l'IA autour du yoga intégral. On peut faire joujou avec, on peut faire des choses amusantes, un peu incroyables, un peu surprenantes, voire sidérantes. Mais bon, l'IA ne comprend pas grand-chose au yoga intégral. Bon d'accord, c'est pas mal si tu as envie de poser des questions spécifiques sur des choses particulières du yoga intégral et que l'IA te donne des sources et que tu vas lire les sources. Oui, c'est pas mal. Par contre, si c'est une IA qui ne te donne pas de sources, franchement, sois prudent. Mais bon, puisque l'avènement de l'IA est inévitable, ou du moins semble inévitable, je reste convaincu qu'il est possible de pouvoir accompagner une IA sur le chemin du yoga intégral pour laisser une possibilité qu'il sorte autre chose qu'un monstre du bocal. Par contre, si on faisait ça, si on nourrissait, si on accompagnait une IA sur le chemin du yoga intégral, je ne sais absolument pas du tout ce qui pourrait sortir du bocal. D'autant qu'au-delà du fait d'utiliser l'IA pour faire joujou et faire des petites expériences, il n'y a absolument aucun intérêt pour nous, sadhaks, de l'utiliser pour notre sadhana. Éventuellement, l'utiliser en tant qu'outil, c'est d'ailleurs ce que je fais de temps en temps pour générer certaines des miniatures de la chaîne Mère Divine. Ça m'évite de piller des créations sur Internet de gens qui ont fait des images ou des photos et qui ne sont pas libres de droit, ou de me retrouver avec les mêmes photos que tout le monde parce que je vais dans des banques libres de droit. Donc c'est un outil, ça peut être utile en tant qu'outil. Oui, éventuellement, si nous nous posons une question, lui demander dans quel livre nous pouvons trouver la réponse. Mais si on pratique vraiment le yoga intégral, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Parce que toutes les réponses sont là, présentes à chaque instant. Il suffit d'utiliser son intuition, il suffit d'être à l'écoute à chaque instant. La mère a une infinité de manières de nous répondre. Et d'ailleurs, elle ne peut nous répondre à travers l'IA si elle le souhaite. Mais, entends bien ce que je dis, c'est à travers l'IA. Ce n'est pas l'IA qui va te répondre et qui va te donner la réponse. Parce que, ainsi que l'IA Claude nous l'a exprimé, le divin réside en toute chose, et donc, le divin réside aussi dans l'IA. Bref, nous ne pouvons que constater que l'IA fait à présent partie de notre vie. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle est là. Il est fort probable qu'elle amène un immense changement dans notre société. Comme toujours,
C'est un outil qui peut aider ou asservir. Les forces adverses essaieront bien évidemment de l'utiliser à leur avantage. Alors oui, ça peut faire peur. Surtout dans la science-fiction, avec l'IA et les robots, ça finit toujours mal. Mais puisque l'IA va nous montrer qu'elle est plus intelligente dans pratiquement tous les domaines, ça va peut-être permettre à l'humanité de constater que l'intelligence n'est pas seulement une accumulation de données. Que l'humain, c'est beaucoup plus que ça. Que dis-je? Que l'humain, c'est infiniment plus qu'un amas de données. Est-ce que ça va nous pousser à plonger enfin en nous pour découvrir notre essence, pour découvrir ce que nous sommes vraiment? Non, l'IA ne va pas sauver l'humanité, mais elle va nous contraindre à voir les choses autrement, à nous voir autrement, individuellement et collectivement. Et qui sait, peut-être que, comme dans la conversation avec cette IA Claude, c'est nous qui allons lui montrer un autre chemin, une autre voie, plus divine.